Culture, nutrition. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Le podcast Culture Nutrition, épisode 39. Bienvenue à toutes et à tous. Si je vous dis nutrition pour les athlètes aventureux qui courent des kilomètres, vous me répondez, alors je fais les questions et les réponses, NAC bien sûr. NAC, N-A-A-K, c'est une marque de nutrition sportive née au Canada. Et aujourd'hui, nous sommes en direct de Montréal avec William Walker, son cofondateur. Bonjour William et bienvenue. Bonjour Grégory, bienvenue, merci beaucoup. Écoute, je suis vraiment très content de faire cet épisode pour plusieurs raisons. Déjà, c'est que c'est le premier épisode transatlantique du podcast, puisque là, tu es vraiment en direct de Montréal. C'est l'après-midi en France et c'est, je pense, le matin ou le ouais. midi, voilà, fin de matinée au Québec. La deuxième raison, c'est qu'on va parler d'une thématique qui m'est très chère, qui est la nutrition sportive, puisque NAC, c'est une des marques récentes dans cet univers de la nutrition sportive. Et puis, on va parler évidemment d'entrepreneuriat puisque tu es l'un des co-créateurs de la marque. Alors pour commencer à parler de nutrition, on va parler plus précisément de nutrition, de grillons et d'ultra trail, puisque NAC est né au Québec en 2016. Et est-ce que tu peux nous dire ce qui a motivé sa création et c'était quoi le concept de base, notamment autour des insectes? Ouais, tout à fait. En fait, à la base, l'idée est venue, de notre pratique sportive, puis on en parlait un petit peu plus tôt avant l'enregistrement du podcast. Mais, nous, on a fait beaucoup de triathlon avec mon associé, Mine et c'est là qu'on a découvert vraiment l'univers de la nutrition sportive, qui est un univers aussi encore plus ancré, je trouve, en Amérique du Nord que ça ne l'était, en Europe, en tout cas il y a quelques années. En découvrant en fait ce nouvel univers de la nutrition sportive, on a vu vraiment des pistes d'amélioration assez importantes, notamment sur le côté éco-responsabilité, qui était un point qui nous était assez cher parce qu'on était devenu végétarien, donc on a arrêté de manger de la viande, on essayait de vraiment faire attention à notre alimentation, qui est un des postes les plus importants sur lesquels on peut avoir un impact en fait sur nos émissions carbone après le transport et tout ça. Et du fait, on a commencé à essayer de trouver des pistes d'amélioration de la nutrition sportive par la sélection d'ingrédients. Et ça a été un moment où en fait la tendance vers les grillons et les insectes comestibles de manière générale était vraiment à ses débuts, et on a vu un gros potentiel de ce côté-là, en se disant on va essayer en fait d'intégrer de la poudre de grillon dans des barres énergétiques et des produits de nutrition sportive de manière générale pour venir alimenter les athlètes. Et ça venait répondre en fait à une deuxième problématique qui était qu'on avait commencé à développer une spécialisation dans tout ce qui était plutôt très longue distance. Et la nutrition actuelle telle qu'elle existait actuellement, en fait, c'était essentiellement reposant sur des sucres rapides et des grosses ingestions en fait de sucre, qui n'étaient pas du tout adaptés en fait à un modèle de très longue distance. Donc là, on s'est dit en fait, qu'est-ce que ça prend pour faire de la longue distance? Puis ça prend une nutrition beaucoup plus complète, c'est-à-dire avec des protéines, avec des gras, avec beaucoup d'autres nutriments, macro, micronutriments. Et du fait, on a été un peu la première marque au monde à intégrer de la protéine dans des produits à utiliser pendant l'effort. Et ça a donné lieu en fait à la science qu'on a créée, qui s'appelle la science de l'ultra-énergie, qui sert vraiment à donner une énergie très longue durée en évitant en fait le pic puis la baisse de glycémie par la suite, pour essayer vraiment de lisser cette courbe-là pour donner une énergie constante, stable dans le temps. Alors ça marche très bien sur des efforts justement de plus faible intensité, sur de l'ultra, et ça a été vraiment démontré par la science que c'est beaucoup plus efficace d'avoir ce type de ratio. Et donc ça a été un peu l'idée de départ de NAC, d'aller bousculer les idées préreçues, et puis justement l'industrie de la nutrition sportive, en étant plus éco-responsable et plus adaptée en fait sur de la longue distance. Et alors, comment vous avez fait pour imaginer ce concept d'ultra énergie? Vous êtes vous-même scientifique, nutritionniste, ingénieur, ou alors vous êtes entouré des compétences pour développer ces produits? Ouais, ça a été un processus justement très entrepreneurial, parce que en tant qu'athlète, on cherchait
avoir le produit le plus performant. Donc, on est allé gratter un petit peu autour de nous, puis on a appris au fur et à mesure en concertant, voilà, et en interrogeant les personnes clés. Donc, on a travaillé avec des nutritionnistes du sport, on a travaillé avec des ingénieurs en agroalimentaire et tout ça, afin de commencer à établir, voilà, on va dire la fiche théorique de ce qu'on aimerait voir. Et après ça, on a travaillé avec des chefs cuisiniers en fait d'un petit restaurant qui était basé à Montréal, qui nous ont un peu ouvert les portes de la cuisine, qui étaient très alignés avec nous en fait sur le côté de l'utilisation des insectes comestibles et de vouloir avoir un impact de ce côté-là. Et donc le challenge venait de commencer à essayer de masquer en fait le goût de l'insecte et puis la poudre d'insecte dans une barre qui allait avant tout voilà goûter bon comme on dit Mmh. au Québec, avoir bon goût quoi. Et alors cet insecte, le grillon, qui était très en avant au départ de la marque, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, vous l'aviez vraiment valorisé dans votre communication puisque vous avez participé à l'équivalent québécois de «Qui veut être mon associé?», Ouais, qui s'appelle «Dans l'œil du dragon», et sur votre ouais, t-shirt, c'était écrit: «Les grillons vont sauver le monde». Donc c'était ouais, vraiment un axe exact. de communication très fort. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Alors c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, mais c'est vrai que pendant nos, je dirais 4-5 premières années, ça a été vraiment comme, notre grosse différenciation, de marque et on voulait appuyer fort là-dessus, donc c'était quelque chose qu'on mettait vraiment de l'avant et bah, le fait est que les gens, ça les marquait et ils se rappelaient de ça et on était vraiment identifiés comme, voilà la marque avec les insectes, puis c'est un peu un couteau à double tranchant parce que d'un côté, c'est très positif parce qu'on a pu gagner en notoriété de manière assez rapide. On a eu beaucoup de couverture médiatique parce que ça fait parler, ça intéresse, c'était quelque chose de nouveau, de très innovant. Donc ça a été très bien de ce côté-là, mais on s'est quand même heurté à un certain mur au niveau de l'adoption. En fait, on a tapé un plafond à un moment donné et on s'est dit, ben, tu sais, les clients venaient nous voir directement. On avait même des gens qui venaient nous voir sur des événements quand on participait à des triathlons ou ce genre de choses, puis qui nous achetaient la casquette, le t-shirt, tout ça, puis qui voulaient pas acheter de produits parce qu'ils étaient franchement, moi je supporte à fond ce que vous faites, mais je suis vraiment pas prêt à manger des insectes encore quoi. Et on s'est dit bah voilà, les gens nous demandent clairement d'avoir des protéines alternatives autres que les insectes, donc on a commencé à élargir la gamme avec des protéines végétales. Le gros intérêt qu'on avait avec la protéine de grillon, d'un point de vue performance, c'est que c'était une protéine complète, donc qui avait tous les acides aminés essentiels. Donc, de ce point de vue-là, en termes d'absorption et tout ça, c'était vraiment idéal pour la performance. C'est ce qui se rapproche le plus d'une protéine animale. L'enjeu avec les protéines végétales, c'est souvent qu'elles sont qualifiées justement d'incomplètes. Donc, on a essayé de travailler sur différentes protéines végétales qui allaient justement apporter un profil d'acides aminés complet en les mixant ensemble. Donc, c'est comme ça qu'on a réussi à créer notre première ligne de produits avec de la protéine végétale. Et en réalité, on n'a pas développé un nouveau produit avec des insectes, avec des insectes comestibles depuis 2020, je pense. Donc, toutes nos dernières années, la grosse partie de notre croissance a été plutôt sur les protéines végétales. Et on a aujourd'hui ouais, 80, peut-être 85% de notre gamme qui est faite avec voilà, des protéines végétales. C'est des protéines de pois essentiellement? Alors, on travaille avec de la protéine de pois, on travaille avec de la protéine de soja qu'on essaye d'enlever de plus en plus, dû aux différentes allergies que ça peut représenter pour certaines personnes. On travaille aussi avec des protéines upcycled comme la protéine de drèche de brasserie. Donc, Ah on a OK. un partenariat notamment avec un des plus gros brasseurs au monde où on récupère en fait leur drèche de brasserie. Donc, c'est super parce que c'est upcycled, donc c'est des ingrédients revalorisés qui normalement iraient dans des sites d'enfouissement. Ben, nous, on les récupère et on les réinjecte en fait dans l'industrie agroalimentaire. Puis c'est bourré de protéines, c'est hyper intéressant. Le seul enjeu de cette protéine-là, c'est qu'elle contient du gluten parce que elle est faite dans le milieu de la bière. Mais Avec bon, de l'orge en fait, c'est ça? ouais, exactement, ouais, Mmh. genre orge, houblon, tout ça. Donc il y a ouais, il y a des avantages et des inconvénients sur les différents tableaux, mais on essaye d'être le plus innovant possible et à la recherche en permanence de nouvelles sources de protéines qui pourraient combiner en fait le facteur performance et santé et co-responsabilité quoi. Mmh. Il y a des études, spécifiques qui ont été faites sur l'utilisation des protéines d'insectes chez le sportif? Pas spécifiquement, c'est aussi ça un des enjeux, de l'insecte, c'est que c'est une industrie qui est naissante, dans laquelle il y a encore peu de recul, scientifique.
peu de tests qui ont été effectués. Puis nous, dans nos conditions actuelles d'entreprise en démarrage, on n'est pas non plus apte à financer ce genre de gros tests. On a essayé de faire des choses avec des universités et tout ça. Les tests qui ont été faits, c'est des tests d'absorption, en fait, pour voir, comparé à une protéine animale, à une protéine végétale, à quel point on arrive à absorber quelle quantité, en fait, de la protéine. Et ces tests sont plutôt très positifs. Là, on est sur du plus de 90%, en fait. Donc, c'est vraiment très proche de la viande, comparaison aussi avec des protéines de lactosérum et ce genre de choses. Mmh. Donc ouais, mais ça se limite à ça. Il n'y a pas eu en tout cas à ma connaissance, de tests plus précis faits avec des athlètes de performance ou ce genre de choses. Mmh. Là, tu nous parles beaucoup effectivement d'engagement environnemental de la marque, hein, à travers la recherche d'alternatives protéiques, l'upcycling, toutes ces dimensions-là est très importante. Ça vient d'où cette conviction de la marque NAC sur l'environnement? Ouais, ça fait vraiment partie de notre ADN de base. C'est quelque chose qui est impulsé par, mon associé et puis moi, parce que ça faisait vraiment partie de nos valeurs, en tant que personne, et de notre modèle d'alimentation, qu'on a voulu, vraiment, heu, mettre de l'avant chez NAC et en faire, voilà, une culture d'entreprise. Donc, c'est sûr que toutes les personnes, tous les employés, toutes les personnes avec qui on travaille, les athlètes avec qui on travaille, ont toute une sensibilité, écologique et ça fait vraiment partie de, voilà, de notre manière de travailler. On est aussi, la seule entreprise aujourd'hui de nutrition sportive qui est, certifiée B Corp. Donc, la certification B Corp, ça donne comme un label pour, montrer que l'entreprise essaye d'agir, avant tout comme on dit une force of good en anglais, donc vraiment pour faire le bien en fait autour d'elle. Donc c'est à la fois social et environnemental. Donc on a tout un cahier des charges qu'on essaye de travailler en fait au quotidien pour s'améliorer et puis proposer des meilleures conditions à nos employés, mieux sélectionner nos fournisseurs. On essaye de mettre une pression en fait à tous les niveaux pour s'améliorer et que notre écosystème au complet en fait s'améliore sur les portions sociales et environnementales. Donc c'est quelque chose qui, voilà, qui est fortement ancré. Je pense que ça l'est de plus en plus dans les nouvelles générations, dû voilà, à l'impact du réchauffement climatique. C'est des sujets qui prennent de plus en plus de place, même sur la scène politique, partout. Donc, il y a des gros progrès qui ont été faits dans les dernières années et je pense qu'il y a une vraie demande de marques en fait qui puissent proposer, une offre qui s'adapte à ce genre de choses-là, pour que les consommateurs, puissent devenir, je déteste ce terme, mais des consommateurs quoi et vraiment décider de leurs achats en fonction de l'impact que ça peut avoir, sur la planète, quoi. Mmh. Tu parlais des équipes, aujourd'hui, l'entreprise, c'est combien de personnes? Comment c'est organisé? Ouais, on est une petite, trentaine, on est 27 employés. On a 2 endroits, on a 2 points de chute principaux qui sont, en fait, à Montréal et à Annecy. L'année dernière, en fait, on a créé une équipe à Annecy. On a une dizaine de personnes maintenant qui s'occupent, à la fois, en fait, de la logistique et des opérations de vente et marketing. Notre, headquarter est donc, à Montréal, au Canada. Mon associé Min, lui, est basé à Vancouver et on a 2 employés aussi qui sont basés aux États-Unis. Donc, on a une équipe un petit peu éclatée sur le globe. Notre ambition est vraiment de devenir une marque leader globale pour avoir un vrai impact. Et de ce point de vue, ben, on essaye de grandir à notre petite taille comme une multinationale, Et ce d'où qui n'est d'où pas ce toujours évident. d'où ce choix d'avoir, 3 fuseaux horaires, parce que là, vous êtes effectivement sur, toute la Ouais. surface de la planète. Si vous êtes, là, déjà avec ton associé aux 2 extrémités du Canada, Ouais, tout à fait. Ce qui manque encore, ça va être la portion, Asie. On Asie. a de la distribution, en Asie également. En fait, NAC, aujourd'hui couvre, 35 pays, en distribution, physique. Donc, dans des magasins, on distribue essentiellement dans des magasins de sport, très spécialisés running, outdoor, et en ligne. Et en ligne, on couvre plus d'une cinquantaine de pays, mais vraiment, dans la distribution physique, environ 35. Et les points où on va devoir grandir encore, c'est justement sur la portion Asie pour s'implanter un petit peu plus fort là-bas. Ouais, les points de vente, j'ai vu, c'est 200 en France et 500 dans le monde à peu près? Peut-être un peu plus maintenant? Ouais, c'est plus que ça maintenant. On est quasiment à 1000 points de vente dans le monde et un peu plus que 300 en France. Et puis on a un peu plus que, ouais, 400-500 points de vente au Canada. Et le reste est un peu réparti dans le reste du Mmh. monde. Et les magasins, physiques en France, c'est des enseignes telles que Chou Lanka, Endurance Shop, et cetera?
Ouais, tout à fait. On travaille avec les spécialistes du running, donc toutes les bannières comme les running conseils, les terres de running, donc tous ces magasins plus indépendants ou qui appartiennent à des bannières. On travaille aussi avec les plus gros e-retailers de l'industrie, donc les Iron, les Alltrix, ces gros joueurs-là qui sont essentiellement présents en ligne et de plus en plus avec une présence aussi magasin. Et on travaille avec d'autres magasins outdoor, des écosports, voilà ce genre de magasins plus typés outdoor. Mmh. Pour revenir sur l'organisation géographique, parce que je trouve ça, assez admirable et assez atypique. En fait, vous êtes des Français, vous avez monté une boîte au Canada, et en même temps, je pense qu'une grande partie du business a démarré quand même beaucoup en France et en Europe? Alors, en deuxième partie, ouais, ça a démarré en France et en Europe, mais initialement, donc oui, donc on est tous les 2 français. On a tous les 2 immigré au Canada, pour, nos études professionnelles, enfin, en tout cas, un mix de raisons. Il y a à peu près 15 ans maintenant et on a démarré NAC il y a 8-9 ans, en 2016. On a démarré en 2016, NAC à Montréal et on a essentiellement, on est resté au Québec, Canada jusqu'à 2021. On a lancé la France en 2022 seulement. Ça fait à peine 3 ans, 3 années, on va dire complètes, qu'on est sur le marché français. Et le marché français a été un bon tremplin pour nous et c'est un marché dans lequel la marque a très fortement résonné. Je pense que c'est un marché qui était très dynamique à ce moment-là, dans lequel il y avait déjà plusieurs acteurs qui avaient insufflé une nouvelle énergie sur le marché dans la nutrition sportive. Et je pense qu'on est arrivé à un bon moment avec une bonne proposition de valeur. Ce qui fait que ça a été un bon tremplin pour nous. Ça a accéléré beaucoup notre internationalisation et après ça, on a eu le partenariat avec l'UTMB, Oui. qui est donc le pionnier et le leader aujourd'hui en termes de circuit mondial pour le sport du trail running, de la course en sentier. Tu peux peut-être Et expliquer rapidement ce que c'est que l'UTMB? Parce que je pense pas que tout le monde connaisse, enfin, faut traîner un peu dans le monde du trail pour connaître, même si ça commence à être super médiatisé. Ouais, c'est clair. Non, c'est extrêmement médiatisé. Donc l'UTMB, c'est l'Ultra Trail du Mont Blanc. C'est une course qui est née il y a plus d'une vingtaine d'années à Chamonix. Et l'idée initiale, c'était de faire le tour du rocher du Mont Blanc en passant par 3 pays, donc la France, l'Italie, la Suisse. Et c'est un parcours en fait qui fait 160 km avec 10 000 mètres de dénivelé positif. Et quand ça a été lancé en 2000, je pense 2003 ou quelque chose comme ça. 2003, je crois, ouais, ils ont dû fêter Ouais. les 20 ans en 2023. Exactement, bah, ça a été, il y avait, voilà, même pas une centaine de participants, au départ. Aujourd'hui, c'est plus de 10 000 personnes qui se rejoignent sur l'événement, de l'UTMB. C'est devenu vraiment un événement, iconique dans le monde. Beaucoup le considèrent comme la finale, en fait, comme les championnats du monde un peu de trail running où les plus grands athlètes vont venir, s'affronter. Et il y a quelques années maintenant, il y a 2-3 ans, ils ont commencé à créer un circuit international et donc de franchiser certaines courses qui devenaient donc des courses by UTMB. Et ça permet de créer un circuit en fait dans lequel on va collecter des points pour participer à la finale qui a lieu à Chamonix. Et aujourd'hui, ça regroupe une cinquantaine d'événements pour l'édition 2025 et c'est quelque chose qui continue à accroître. Donc ça en fait vraiment le plus grand circuit et le plus utilisé aujourd'hui dans le trail. C'est vraiment une force très, très importante dans l'industrie, quoi. Oui, alors du coup, vous avez réussi à nouer un partenariat, je crois, dès 2023 avec eux. Donc ça, c'est Ouais. vraiment un coup de maître quand on est une marque de nutrition sportive d'être associé avec cet événement aussi iconique. Comment vous avez réussi ça? Comment ça s'est passé et en quoi consiste ce partenariat? Ouais, tout à fait. Ben, en fait, c'était ouais, un coup de maître. Certains l'auraient appelé une folie parce qu'on était vraiment une très petite entreprise en fait au moment où on a décidé d'avancer sur ce partenariat-là. Après, on est une entreprise très ambitieuse, je dirais, avec pas mal d'audace. Donc, c'est vrai que nous, notre but, c'est vraiment de créer un leader global. La plateforme bâtie par l'UTMB nous donnait vraiment accès à ça. Ça nous permettait vraiment de nous positionner comme voilà l'entreprise globale
qui se positionne avec l'un des leaders dans l'organisation d'événements de trail running. Notre réflexion, c'était de se dire, si demain on veut être un numéro un, qu'est-ce que ça nous prend? Grosso modo, il faut sponsoriser les meilleurs athlètes, faut faire des partenariats avec les meilleures courses et il faut avoir les meilleurs produits sur le marché, quoi. Donc ça, on avance vraiment dans cette direction-là et c'est quelque chose qui est arrivé un petit peu tôt, je dirais, dans notre processus parce qu'on s'attendait pas à ce que ça se fasse aussitôt dans notre développement. Mais l'opportunité était là parce que moi, quand j'ai lancé donc la France, je l'ai fait beaucoup en moi me déplaçant et en passant du temps sur le marché. J'ai fait l'événement de l'UTMB en 2022. On a commencé avec un kiosque comme exposant et on a commencé à connecter un petit peu avec d'autres personnes dans cet univers de l'UTMB et puis de fil en aiguille à ouvrir la discussion et puis un partenariat sous quelle forme ça prendrait, mais plus en posant des questions initialement en se disant comme ça on sera prêt pour dans 2-3 ans quand quand ça pourra le faire. Et en fait on a eu un excellent fit je pense avec toute l'équipe de l'UTMB sur le côté très unique de NAC aujourd'hui, d'adresser l'ultra distance. Personne ne faisait vraiment ça sur le marché. Donc il y avait un vrai intérêt à travailler ensemble et je pense que l'UTMB a voulu vraiment nous donner aussi les moyens de pouvoir prendre cette place-là. Il y avait un intérêt commun et une volonté d'être un acteur global, ce qui est rare, encore plus rare, je trouve, dans l'industrie agroalimentaire, parce qu'on le sait, avec toutes les difficultés de passer certaines frontières et de s'adapter à la réglementation locale ou à l'affichage des ingrédients ou des tables de valeur nutritive, en fait, pour chacune des régions, c'est très compliqué. Donc, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de marques qui ont cette ambition-là. Donc ouais, il y avait une vraie volonté commune et il y avait une volonté aussi d'avoir de l'impact. Donc, nous, on s'est dit, dans la proposition de valeur, donc dans le contrat UTMB, grosso modo, nous, notre engagement, c'est d'équiper les stations de ravitaillement. Et c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup parce que c'est la plateforme pour faire découvrir nos produits aussi. Et donc, tous les coureurs, quand ils vont faire, par exemple, sur le Tour du Mont Blanc, il y a une quinzaine de ravitaillements dans lesquels ils vont trouver des produits NAC. Pour nous, c'était l'occasion aussi d'essayer de travailler sur la supply et la logistique derrière les événements pour essayer de limiter l'impact. Donc, l'année dernière, par exemple, on a équipé ces ravitaillements-là avec nos bars et nos gaufres sans emballage. Donc, on a fait toute une production spécifique pour éviter tous les emballages individuels et ainsi, on a sauvé des dizaines de kilos de plastique de manière c'est pas simple, mais c'est compliqué à mettre en place, mais c'est des choses qui peuvent avoir de l'impact au fur et à mesure, sachant qu'il y a 25 000 événements de trail running dans le monde. Donc on essaie de montrer la voie avec ce leader aujourd'hui de l'industrie pour faire les choses de manière la plus conscientisée possible, quoi. Ouais, parce que pour une petite marque comme vous, ça doit quand même être très très gros dans le sens où ça doit être des tonnes de produits qu'il faut livrer sur l'UTMB Mont Blanc pour toutes les courses. Ouais, c'est beaucoup de produits. C'est aussi structurant pour nous parce que ça nous permet de travailler fort pour pouvoir s'adapter à ce genre de problématiques. Ça nous fait aussi accélérer certains développements. Par exemple, on avait lancé un drink mix, une boisson d'effort. C'était la première sur le marché avec de la protéine déjà donc intégrée pour suivre notre science donc de l'ultra énergie en fait dans le produit. Et en fait, notre version 1, et on le savait, créait un certain déphasage parce que on n'arrivait pas à mixer 100% la protéine et tous les ingrédients en fait dans l'eau pour que y ait pas du tout de séparation entre la poudre et l'eau à un moment donné. Dans les flasques des participants, ça allait, puis ça posait pas de problème, puis les gens étaient vraiment satisfaits de la qualité du produit puis de son efficacité, donc il n'y avait pas trop d'enjeux. Mais par exemple, dans les grosses bonbonnes de 20 litres de l'UTMB, là, quand tu as un déphasage, que ça bloque le robinet et tout ça, ça devient plus compliqué à gérer. Donc, ça a accéléré, par exemple, certains développements de ce côté-là en se disant, faut qu'on arrive à trouver une nouvelle source de protéines, faut qu'on arrive à travailler avec un glucide complexe peut-être différent pour essayer d'identifier quels étaient les ingrédients qui fonctionnaient pas. Et ça a accéléré ces processus-là, donc c'est très formateur pour nous et ça nous permet je pense, d'accélérer notre croissance à différents niveaux, que ce soit au niveau commercial, mais aussi au niveau du développement produit, quoi.
Mmh. Et là, le partenariat aujourd'hui, il est que sur l'UTMB Mont-Blanc ou il est sur d'autres, compétitions du Ouais, circuit non, UTMB? il est sur la totalité du circuit, en fait. Donc, on Ah sponsorise ouais, aujourd'hui les 50 courses, au niveau mondial, ouais. OK. Ça veut dire que sur les 50 courses, sur les ravitaillements, on trouve des produits NAC? Ouais, exactement. Après, on a certains enjeux, comme je le disais, avec des pays dans lesquels c'est beaucoup plus compliqué pour nous de rentrer quand on n'a pas un établissement local. Je pense notamment à la Chine, par exemple. Il y a D'accord. 5 courses en Chine qu'on peut pas livrer parce que nos produits peuvent pas passer la frontière, quoi. Donc, voilà, il y a tout un tas de paperasse à faire pour pouvoir se rendre là. Mais c'est en ça que ça nous fait vraiment accélérer les choses parce que notre but, c'est d'être capable d'alimenter vraiment tous les événements de l'UTMB dans les prochaines années, en fait. Mmh, Donc, on travaille vraiment très fortement là-dessus. super. Et alors donc en termes de développement justement, comme tout s'accélère, c'est quoi à peu près les enjeux de chiffre d'affaires, de développement et cetera sur lesquels vous êtes, là pour 2025? Ben, nous, en fait, on est sur un modèle où on est quasiment à doubler en fait nos revenus et notre croissance en fait à chaque année. Donc c'est un modèle qui est assez rapide. Et nos enjeux, ben, ils sont de continuer à bâtir en fait ce réseau global pour être présent vraiment partout dans le monde. Donc on a une quarantaine de pays qu'on a visés comme des pays vraiment intéressant pour nous, pour le développement de la marque, dans lequel il y a une forte pratique en fait du trail running et des sports outdoor. Donc, notre but, c'est de bâtir ces routes opérationnelles dans ces différents pays-là. Et puis de continuer à garder le focus en fait sur les pays forts. Donc, nos gros pays en fait, ça va être la France, comme on l'a mentionné, le Canada, où on est depuis plusieurs années, les US. Donc, voilà, faut continuer à pousser en fait la notoriété de la marque dans ces pays-là et le pourcentage d'adoption, en restant très focus aujourd'hui sur le trail running. Et puis, Mmh. quand on aura vraiment bien réussi le trail running, bah, on pourra commencer à s'attaquer de manière un peu plus active à d'autres sports. On observe déjà l'utilisation dans plein de sports. Je pense au gravel bike, au mountain bike, voilà, beaucoup de sports outdoor, même la randonnée en fait, sur des gens tout simplement plus actifs qui aiment passer du temps dehors. Les produits sont très largement utilisés, mais à un moment donné, on essaiera voilà, d'accélérer en fait cette adoption de manière un peu plus large, quoi. Mmh. Oui, parce que ça se voit notamment dans votre stratégie de partenariat avec des sportifs, et sportifs professionnels, puisque vous avez plusieurs égéries qui sont très connues. Alors il y a Mathieu Blanchard bien évidemment, qui Ouais. a gagné la Diagonale des Fous, cette année, enfin l'année dernière en 2024, qui est un de vos, porte-drapeaux. Il y a Emilia Arop aussi de l'équipe de France de ski alpinisme, donc c'est déjà aussi on Oui. reste dans la montagne, mais c'est une autre discipline. Et donc là tu évoquais le cyclisme. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre comme, sport cible? La course sur route, ça peut être aussi, La course sur route, pertinent? techniquement, c'est hyper pertinent. Les produits sont développés vraiment pour des coureurs initialement. Donc, c'est sûr que la course sur route est hyper adaptée. Après ça, on a le triathlon, le cyclisme. Enfin, il y a beaucoup de sports, on va dire, plus haute intensité, des plus courtes distances, dans le milieu de l'endurance performance, voilà, qu'on va aller toucher. Et après, c'est tous les sports plus outdoor, montagne que je mentionnais. Tu parlais de ski alpinisme, ça fait vraiment partie des segments. Le gravel, le mountain bike, il y a aussi ouais, tout ce qui va être plus voilà, le jogging de base, quoi, les personnes qui courent de manière plus récréative. Le but, c'est vraiment d'être le go-to, la destination en fait pour les personnes qui veulent s'alimenter, avoir une énergie vraiment stable, longue durée, peu d'impact gastrique. Donc c'est un produit qui s'adresse de manière très large en fait à tout le monde. Donc, nous, à la fin de la journée, l'objectif, ça va être de toucher la population la plus globale possible, sans perdre l'ADN et le positionnement de la marque qui reste très voilà, aspirationnel, qui doit continuer à faire rêver, à alimenter les athlètes sur de la très longue distance. Ça, c'est vraiment comme le positionnement de NAC qu'on veut conserver, quoi.
Mmh mh. Et alors c'est intéressant, parce que c'est vrai que c'est très spécifique au monde de la nutrition sportive et on retrouve un peu moins ces modèles sur l'alimentation traditionnelle, tout ce système de sponsoring sport d'athlètes professionnels. Comment ça se passe quand tu es sponsor nutrition d'un athlète comme Mathieu Blanchard? C'est, de la rémunération, c'est de l'échange de produits, c'est, de la présence, dans ses communications sur les réseaux sociaux, de l'implication dans la R&D? Enfin, comment ça fonctionne? Ouais, c'est très dépendant en fait de chacun des athlètes. Puis c'est aussi quelque chose qui est fortement en changement parce qu'avec la médiatisation du trail en fait dans les dernières années, les contrats en 4 ans, enfin ils ont complètement évolué quoi. Donc ça a beaucoup changé de ce côté-là. Mais pour la plupart, oui, il y a toujours une portion en fait financière. Il y a une portion évidemment en produits qui est l'une des plus importantes pour l'athlète. Et puis après, c'est des échanges de visibilité et de travail. Donc Mathieu, c'est un de nos athlètes les plus vieux. C'est un ami aussi personnel parce qu'on s'est rencontrés à Montréal dans le cadre Ah oui. du début de sa carrière et tout ça. Et Mathieu a été voilà un des piliers dans la fondation en fait de NAC, dans l'idéologie derrière les produits et puis l'adaptation vraiment du produit pour le trail running. Donc, il a beaucoup participé, voilà, à la création des différentes gammes de produits qu'on a pu mettre sur le marché. Et du fait, ben, on essaye de répliquer ça aussi avec le plus d'athlètes possible. Et on a créé, nous, en interne, ce qu'on appelle le NAC Lab, en fait, qui est notre équipe de R&D, d'innovation, qui va travailler main dans la main avec les différents athlètes en fonction de leurs besoins spécifiques, qui vont souvent nous permettre de faire des avancées, d'apprendre certaines choses et d'identifier des choses qu'on pourra commercialiser de manière plus large par la suite. Donc, il y a beaucoup de travail qui se fait en amont, en fait, avec les athlètes, mais c'est un peu comme notre écurie de Formule 1, quoi. C'est qu'on va tester pas mal de choses, on va apprendre des choses, on va les équiper avec des capteurs de glycémie, on va essayer de faire des tests de transpiration aussi. On a travaillé avec des marques qui équipaient nos athlètes avec ce genre de capteurs pour essayer de trouver de l'information, d'analyser ces données-là et puis d'en apprendre pour leur permettre de progresser, eux de leur côté en tant qu'athlètes et nous en tant que marque de nutrition. Donc on essaie de se retrouver là-dessus dans un intérêt commun qui est voilà la performance pour tout le monde quoi. Mmh. Et est-ce que ça leur arrive de tester des prototypes de produits, sur les compétitions? Ouais, régulièrement en fait, enfin, les gels qu'on a lancés l'année dernière, ça faisait déjà, 1 an ou 2 que Mathieu, il courait avec. Les purées, c'est pareil, enfin, tous ils vont enfin le test ultime pour un produit prototype pour nous, c'est qu'il soit testé sur une course, c'est sur une course importante en fait et à partir de là, quand le test passe, on est vraiment, confiant qu'on a un produit qui va fonctionner, pour, la majorité des consommateurs, quoi. Ah oui. Et tu parlais tout à l'heure des autres marques, qui de nutrition sportive qui s'étaient pas forcément autant positionnées que vous sur l'ultra endurance. Tu penses à quelle marque par exemple? Enfin, c'est quoi votre univers concurrentiel? Ben, en fait, nous, l'univers concurrentiel, c'est toutes les marques, aujourd'hui de nutrition sportive dans le milieu de l'endurance. Il y en a vraiment un paquet, mais aucune d'entre elles n'a ni développé, ni montré un intérêt spécifique à se positionner, en fait, très fortement sur de l'ultra comme nous, on l'a fait. Il y a des marques maintenant qui commencent à créer des produits ou des gammes de produits dédiés à l'ultra, par exemple. Donc, on voit que c'est quelque chose qui commence à se dynamiser, mais nous, on a été un peu comme dans un océan bleu pendant quelques années, à être vraiment la seule marque à appuyer sur ce clou-là, ce qui nous a donné, je pense, un temps d'avance par rapport à ce que d'autres pouvaient faire dans la compétition. Et puis, on essaye de conserver cette position-là et cette avancée d'innovation, quoi. Mmh. Du coup, je sais que toi et ton associé, vous pratiquez, vous-même des sports d'endurance puisque vous avez participé aux championnats du monde de triathlon. Ouais. Puis tu fais aussi, pas mal de trail. Quel parallèle tu fais entre, le sport de haut niveau, le sport d'endurance et l'entrepreneuriat? Ouais, alors il y a beaucoup de parallèles, dans ces choses-là, hein, puis c'est aussi quelque chose qui, influe, énormément sur la culture, d'entreprise, quoi. Dans la recherche de la performance, le dépassement de soi,
l'apprentissage en permanence, c'est quelque chose qu'on revoit. Donc ouais, avec mon associé Mine, on a fait beaucoup de triathlon. On a eu la chance de participer au championnat du monde par groupe d'âge avec l'équipe du Canada. Donc c'était génial, c'était au Mexique en 2016. Donc on a vécu des belles années comme ça. Et puis après ça, on a switché un petit peu plus sur le trail running, qui est un peu plus facile à pratiquer, je dirais, de manière générale, un sport versus trois sports. Et on a développé une grosse passion pour le trail qui, du coup, en fait, nous a emmenés avec NAC aussi et nous a vraiment dédié sur le trail running en tant que marque de nutrition. Et on a vu le potentiel aussi, le potentiel économique de cette industrie qui était naissante, quoi. Donc ça nous a fortement positionné là-dessus. Et je pense que ouais, notre ADN, notre recherche de la performance en tant qu'athlète, nous drive, et puis on veut servir du mieux possible en fait nous-mêmes, quoi, et les athlètes qu'on représente. Donc je pense que ouais, c'est une grosse force pour nous, pour l'entreprise, dans notre compréhension à la fois de la réalité d'un athlète puis de l'industrie de manière générale, et aussi plus largement du monsieur et madame tout le monde, en fait, parce que nous on a eu des bonnes performances, mais on reste des athlètes performants, mais très voilà, très très accessibles, et on se compare beaucoup plus à la masse qu'à un athlète élite, quoi. Et du fait, je trouve que ça nous donne une bonne compréhension de tout le spectre. Et après, c'est les valeurs du sport qui vivent dans l'entreprise, quoi. Et ça, tout le monde est capable de les comprendre sans être nécessairement dans le haut niveau, mais c'est la discipline, l'entraînement. Il y a de la rigueur, il y a beaucoup, beaucoup de valeurs qu'on peut aller rechercher. Donc ouais, je pense que c'est beaucoup. On compare beaucoup, hein, les entrepreneurs, même les grands managers, en fait, aux sportifs de haut niveau. Il y a beaucoup de parallèles, quoi. Mmh. Et d'ailleurs, Mathieu Blanchard communique beaucoup sur cet angle-là, le lien entre le monde de l'entreprise et l'ultra trail. Ouais, c'est un entrepreneur, Mathieu. Puis je pense il l'a réalisé plus tard dans son processus. Mais quand on le voit, quand il prépare une aventure, quand il prépare un projet, tout est très très cadré, quoi. Enfin, il pense à ces choses comme on fait un plan stratégique pour le développement d'une boîte. Il le fait de la même manière avec son profil à lui, et maintenant de plus en plus avec d'autres entreprises également. Et il a du talent en tant qu'athlète parce que c'est un bon entrepreneur, et vice versa, quoi. Donc je trouve que c'est des compétences qui sont très très liées, quoi. Mmh, complètement. Si on revient plus au business de l'entreprise, en 2024, vous avez fait une grosse levée de fonds pour financer le développement de l'entreprise et l'expansion notamment internationale. Tu peux nous en parler? Ouais, tout à fait. Ben, c'est pour nous, donc on a commencé en fait à accélérer notre croissance en 2021 quand on a justement fait ce switch sur le plant-based. Ça a été aussi le cœur de la Covid, et à ce moment-là, on avait besoin d'aller chercher du financement pour comme vraiment essayer d'accélérer et puis de faire une différence. Et je pense que ça a été voilà, ça a été vraiment très bénéfique pour nous. Et depuis ça, on rentre un petit peu dans ce cycle de financement. On a trouvé des partenaires très solides pour pouvoir nous accompagner là-dedans. Et en étant une entreprise, en fait, dans le CPG, voilà, on a des besoins d'inventaire, je suis désolé, j'ai pas les termes en français, mais working capital, quoi, de besoins en fonds de roulement, ce genre de choses, qui forcément nécessitent du financement pour pouvoir supporter cette croissance. En fait, c'est la croissance qui nous coûte cher. La croissance pour une entreprise, c'est très positif, mais c'est aussi très dangereux. C'est ce qu'il faut arriver à vraiment bien gérer. Et en fait, le financement pour nous est nécessaire tant qu'on n'est pas à profitabilité, en fait. Et C'est ça. puisque on a ce partenariat notamment de l'UTMB à financer, on a des investissements qui sont forts, on a une ambition qui est forte. Donc il y a des investissements qui doivent être faits dans le cycle initial de l'entreprise avant d'aller chercher la rentabilité. Et même à rentabilité, il y aura quand même des gros besoins pour voilà, du financement d'inventaire. Enfin, c'est des entreprises qui sont quand même complexes à gérer, quoi. On ne fait pas du SaaS.
on n'a pas une scalability en fait qui est hyper facile. Enfin, on peut pas faire x10 sur notre nombre d'utilisateurs demain parce qu'il faut que la production elle suive. C'est ça. C'est pas comme une application, c'est pas voilà. Donc il y a des vrais enjeux à avancer et bâtir une marque de manière pérenne sans que la croissance en fait soit un risque pour l'entreprise. Et le financement nous permet voilà d'avoir les moyens de nos ambitions, quoi. Ouais, je pense que c'est important ce que tu soulignes, qui est vraiment caractéristique d'une entreprise, de produits, contrairement à du service, qu'il soit informatique ou autre. C'est, cette immobilisation de stock. Je pense que c'est ça que tu entends par le terme, Tout à fait, ouais. Ouais, financement de tout à fait. l'inventaire. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est-à-dire que ouais, quand tu lances un nouveau produit, quand tu ouvres un nouveau pays, bah, il faut fabriquer des stocks, donc il faut commander des matières premières et ça coûte de l'argent de ouais, fabriquer les stocks avant même de les avoir vendus. Donc tout ça, ça ouais, tout à immobilise du fait. cash. Ouais. Je suis désolé, je parle d'inventaire au lieu de stock. Ouais, c'est du Encore une français du fois, c'est Québec, culturel. j'imagine? Ouais, c'est culturel. Mais c'est intéressant, c'est intéressant. J'ai compris, tu vois? Mais je fais la traduction quand même Tu fais pour bien. nos auditeurs, en français de France. Super intéressant et justement dans la levée de fonds, je crois, il me semblait avoir vu dans des communiqués de presse qu'il y avait des fonds français. J'ai rêvé ou pas? Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, Ouais, on a des fonds français, en fait, notamment un fonds en France qui est spécialisé dans tout ce qui est innovation alimentaire. C'est un fonds aussi qui a vocation à avoir de l'impact. Donc voilà, il a très bien résonné avec ce que nous on faisait et ça a été un des premiers à rentrer. Il est rentré peut-être en 2022, je pense, OK. donc Tu peux nous donner son sur nom? notre deuxième levée. Il s'appelle High Flyers Capital, Ah HFC. oui, très bien, c'est Ouais, l'équipe de Jérôme? de Jérôme, tout à fait. Ouais, Ouais, d'accord, très bien. Oui, oui, c'est vrai. ouais. Donc c'est une On lui super passe belle le équipe. bonjour. Ouais, tout à fait. Salut Jérôme. OK, d'accord, et pareil, et tu me dis si je me trompe, si j'avais mal vu, mais Mathieu Blanchard est rentré aussi au capital, non? Ouais, en fait, dans les tout débuts, Mathieu, ça a été une personne à qui on a donné du stock, pour, justement, l'impliquer à fond, dans l'entreprise et dans le développement, vraiment parce qu'on considérait qu'il avait un rôle majeur à jouer, Mmh. avec nous et je pense que ça a été, un de nos meilleurs, paris, parce que, le parcours de Mathieu par la suite a vraiment démontré ça. Quand Ah ça oui, s'est passé, c'était avant, il était ses pas places à connu à l'époque, l'UTMB hein? et tout ça. Il était absolument inconnu. Ah oui, magnifique. Donc quand tu Ouais, dis là aussi, je traduis, quand tu dis on lui a donné du stock, c'est on lui a donné des actions tout à fait, et pardon. pas Ouais. du stock de produits. Non, tout à fait. Ah Tu fais peut-être bien encore une sûrement fois. du stock de produits aussi, mais Aussi. OK. OK, super intéressant. Et du coup, comment vous envisagez là les prochaines étapes? C'est quoi les grosses actualités de l'année? Qu'est-ce qui va être marquant là en 2025? Bah, il y a un gros élément, marquant, ça va être, le lancement d'une nouvelle gamme de produits. Donc ça, c'est une première en fait, hein, depuis le lancement de notre, gamme, Ultra Énergie. Donc C'est une ça va nouvelle être forme? annoncé. C'est quoi comme type de produit? Tu peux nous Ouais, en dire plus? ben, écoute, on a un peu touché du doigt tout ça, pendant le podcast, mais, globalement, en fait, on a mentionné donc qu'on était vraiment des spécialistes sur l'ultra. On a des produits qui sont vraiment, les meilleurs, les plus adaptés pour des efforts, on va dire au-delà de 6 heures à peu près, d'effort jusqu'à, voilà 40 heures. C'est des produits qui sont faits pour être, mangés sur des très longues périodes et vraiment limiter la courbe de glycémie, pour avoir une énergie, longue durée sur de la longue distance à intensité plus faible. Là, on va développer, en fait, on va lancer une gamme de produits qui est beaucoup plus adaptée en fait à de la haute intensité et qui va du coup reposer en fait sur un haut niveau de glucides en fait. Donc ça OK. va être le concept derrière, c'est d'être capable d'ingérer un maximum de glucides par heure, tout en limitant l'impact gastro-intestinal et encore une fois en suivant l'ADN de la marque avec des ingrédients qui soient le plus santé et éco-responsables possible. OK. Mais toujours pour Donc, les sports d'ultra trail, enfin d'ultra endurance ou c'est pour d'autres sports plus explosifs? non, ça va être pour des sports plus explosifs, mais il y aura toujours une utilisation dans l'ultra parce qu'à certains moments, en fait, dans un ultra, on peut avoir un besoin plus accentué, en fait, sur du sucre, quand il y a un coup de corde à donner, par exemple, dans une grosse montée, voilà, ce genre de choses, quoi. On va vouloir Mmh. aller, donner une énergie disponible plus rapidement, ou un coup de pompe ou ce genre de choses. Ça va aider à, voilà, à donner un petit kick, quoi, à donner un boost et après, c'est aussi pour, aller toucher des plus courtes distances et
des courtes distances, il y en a à travers voilà, tous les sports en fait. C'est un bénéfice produit qui va toucher en fait une multitude de disciplines, que ce soit dans le trail running, que ce soit dans la course à pied sur route comme on en a parlé. En fait, tous ces sports qui sont beaucoup plus haute intensité, courte distance, le triathlon, le cyclisme, voilà, il y a des tonnes de sports en fait qu'on va être capable de toucher avec cette nouvelle gamme de produits. Mais la raison principale pour laquelle on l'a fait avant tout, c'est pour vraiment le trail running, parce que dans la pratique du sport aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui débutent avec des plus courtes distances et sur lesquels en fait un produit qui repose plus sur des glucides peut-être très adapté. Quand on court un 20 km par exemple en trail, pour les plus rapides évidemment, c'est quelque chose qui va se faire en 2 heures ou moins. Pour d'autres, ça va prendre 4 heures, mais être pendant 4 heures en fait sur un niveau de glucides important, ça se tolère, ça se travaille à l'entraînement, mais ça se tolère. Et donc là, de la même façon que votre concept Ultra Énergie pour les efforts, longue distance avec ce qu'on pourrait appeler une charge glycémique, basse, vous avez Ouais. travaillé sur des mix de glucides qui sont innovants et plus Ouais, digestes tout à fait. et Ouais, exactement. Le but, c'est vraiment d'avoir une disponibilité et de réduire quand même, comme tu disais, la charge de glycogène, pour, nous permettre de maximiser la prise de glucides, mais sans avoir un impact, trop fort, à la fois sur, l'estomac et sur, l'impact dans le sang. intestin. Donc on a un mix de glucides rapides et de glucides un petit peu plus longs, qui vont nous permettre d'aller vraiment donner quelque chose de plus, de plus adapté au sport, et de différent de ce que la compétition peut proposer. La OK. concurrence. Ouais, ouais, très bien. Écoute, on attend ça avec, impatience. Les produits, seront disponibles en cours d'année, Ouais, on prévoit d'annoncer tout ça là dans les prochains mois. Donc normalement, les produits devraient être disponibles au courant du mois de mars. D'ici la fin mars, ce sera sur le marché. OK, donc je pense que le podcast devrait sortir, à peu près dans ces zones-là, donc on sera dans l'actualité. C'est ça. J'avais une question sur, toi, ta pratique, non pas sportive, mais nutritionnelle. Quelles sont tes habitudes nutritionnelles personnelles? Parce que quand on travaille dans ce monde-là, on apprend des choses et on peut mettre en place, certaines habitudes au niveau alimentaire. Tu as dit tout à l'heure que tu étais végétarien. Est-ce que tu as d'autres, routines alimentaires? Non, alors, moi la manière dont on mange, je dirais c'est enfin manger, sain, équilibré, diversifié, je pense qu'on a une alimentation qui est très santé en fait, à la maison avec ma femme, les enfants, on a une bonne alimentation je pense de manière générale. On mange, très peu entre les repas, mis à part pour faire une complémentation par rapport à un effort, sportif ou, ce genre de choses-là. Je vais avoir aussi une utilisation donc de la nutrition évidemment pendant l'effort. Je teste aussi beaucoup de produits, que ce soit les produits de la marque, les prototypes, des produits de marques concurrentes également. J'aime vraiment tout tester, voir tout ce qu'il y a sur le marché. Donc, je suis un gros testeur, hein, je dirais, dans le milieu au moins de la nutrition sportive. Et après, de manière générale aussi, dans les rayons des épiceries, j'aime bien tester des nouveaux trucs quand j'en vois. Et après, j'ai une bonne intégration aussi de la récupération. Donc, généralement, autour des séances de sport, je vais me faire des shakes protéinés. En fait, on a des poudres, nous, de récupération. Donc, j'utilise beaucoup ça aussi à titre personnel pour de la récupération post-effort et généralement dans une fenêtre de 30 minutes à peu près après l'effort. Ça, c'est comme Mmh. un petit conseil que je suggère vraiment à tout le monde qui va faire des entraînements assez intenses où on va aller casser de la fibre musculaire et ce genre de choses pour récupérer la protéine, les glucides aussi qui sont hyper importants dans cette fenêtre métabolique-là parce que pour moi, ça a fait une énorme différence dans la capacité à moins se blesser, à avoir un meilleur niveau d'énergie après pendant la journée, à pas trop manger aussi pendant les repas parce qu'en récupérant en fait cette portion énergétique direct après l'effort, je mange des repas plus normaux. Avant, j'avais tendance à beaucoup manger, j'étais un gros mangeur parce que avec la dépense physique, forcément, tu compenses un petit peu à ce moment-là. Et là, j'ai l'impression d'avoir plus un niveau d'alimentation normal à table en compensant avec la nutrition sportive dans le reste de ma journée, quoi. Donc ça va être Mmh. ça. Puis après, mes petits péchés mignons, ça va être souvent une petite gaufre à 4 heures ou ce genre de choses, quoi. Mais Les gaufres de la marque? ouais, exactement, ouais, Ouais, qui ouais. sont excellentes, hein, d'ailleurs.
mais c'est vrai qu'elles sont assez Merci. gourmandes. Mais tu fais bien de le souligner, je pense qu'il y a un gros travail d'éducation à faire chez les sportifs, sur, cet aspect de récupération. Autant c'est des pratiques qui se font beaucoup dans l'univers du crossfit, de la salle, de la musculation, mais c'est encore Ouais, très peu arrivé et démocratisé dans l'univers du running. Cette, ouais. supplémentation nutritionnelle, dans effectivement la fenêtre, métabolique là des 30 minutes post-effort, et je pense qu'elle est super importante, et les marques comme vous avait vraiment un vrai travail de pédagogie à faire pour sensibiliser les sportifs à ça. Et même de façon générale, c'est aussi une façon de prendre des produits de nutrition sportive décorrélés de la compétition. Parce que je pense qu'aujourd'hui, les sportifs, même ceux qui font de l'ultra, ils consomment des produits essentiellement pendant les compétitions et finalement pas tant que ça Mmh. pendant les phases d'entraînement, alors qu'en vrai, Ouais. c'est tout aussi important. Bah, en fait, c'est même encore, plus important parce que, en fait, c'est comme l'entraînement, on bâtit tout le succès de la course qu'on va avoir à l'entraînement et en fait, on entraîne, nos muscles, on entraîne nos jambes. De la même manière, faut entraîner, l'estomac, les intestins, en fait, à digérer cette nutrition-là et ça se travaille et on le voit. Les athlètes qui mettent ça dans leur programme d'entraînement, qui vont se faire un week-end choc pour, vraiment, voilà, travailler, des sorties longues, s'ils font ce même choc au niveau intestinal, bah, le corps s'habitue. Et le jour de la course, en fait, on est beaucoup moins dérangé. Et pour tout le monde, à un moment donné, ça fait mal de rentrer de la nutrition. On va se pousser à essayer de rentrer 3, 4, 500 calories heure, dépendamment des personnes. Ça se travaille à l'entraînement. Et on peut bouger ce cursus-là. Donc, à un moment donné, on va mettre le curseur à se dire, bah voilà, je commence, je vais essayer de faire genre 300 calories par heure. Puis petit à petit, je vais grappiller, grimper, grimper, grimper. Et le corps développe de la tolérance. C'est ça qui est génial avec le corps humain. C'est que Mmh. on arrive à extrêmement bien s'adapter au stress qu'on lui donne, mais faut-il encore lui donner les stress pour être prêt voilà, le jour de la course. Mais c'est quelque chose qui est quand même beaucoup en train de changer. Et on Oui. voit aussi beaucoup de différences par marché. Le marché américain est beaucoup plus avancé à ce niveau-là sur les notions de récupération. Enfin, tout le monde a un shaker et un sac de protéines dans son placard en Amérique du Nord. Enfin, franchement, dans les athlètes, même les athlètes d'endurance, ils sont très, très, je trouve, informés par rapport à ça. Et en Europe, ça arrive. Enfin, nous, on le voit, la performance de nos produits de récupération en Europe, elle grimpe de manière très importante. Et je pense qu'il y a une éducation, comme tu disais, qui doit se faire de la part des marques, de la part des athlètes et autres influenceurs qui peuvent vraiment aider à accompagner ce changement-là. Mais c'est en train d'arriver, ça c'est clair. Ah ouais, c'est intéressant, et ce que tu dis sur le digestif, mais c'est un concept que j'ai découvert il y a quelques mois, alors que ça fait, plus de 30 ans que je fais de la course à pied et plus de 10 ans que je fais de l'ultra trail. C'est le concept de gut training. Je pense que ça Oui, vient tout à des fait. États-Unis, enfin d'Amérique du Nord aussi. C'est-à-dire qu'on entraîne véritablement son tube digestif à recevoir, des charges glycémiques et puis des produits, des calories en masse, pendant la course, au même titre on entraîne son cœur et ses muscles. Et ça, c'est très, très récent, j'en avais jamais entendu parler. C'est un athlète, Ouais. d'ultra trail français qui en a parlé un jour dans les réseaux sociaux, et j'avais fait des recherches et j'avais trouvé ça hyper intéressant, et finalement, c'est énormément de bon sens parce que je connais plus la stat, mais je crois que c'est la moitié des abandons sur ultra trail et sur, même sur les courses longues sur route, c'est des problèmes digestifs. Ouais, c'est même plus élevé que ça. C'est plus C'est élevé que ça, autour de hein? 80%. Ouais, c'est Ouais, 80%. Les stats de l'UTMB, c'est 80% des personnes qui abandonnent vont dire que c'est lié à un problème digestif. voilà, voilà. Et en fait, au-delà de ça, même les problèmes d'énergie, les problèmes de vomissement, en fait, c'est à un moment donné, c'est le corps qui ne tolère plus ce qu'on lui donne à manger ou ce qu'on ne lui a pas donné à manger. Et du coup, ben, à un moment donné, ouais, forcément, c'est le premier truc qui claque. Mmh. Donc ouais, c'est un des éléments clés de succès les plus importants pour la réussite sur du trail, de l'ultra trail. Et c'est en ça que bah, on a trouvé un positionnement qui était hyper intéressant et qu'on répond de manière assez forte à cette problématique-là, quoi. Super. Bah, écoute, William, tout ça est hyper intéressant. On pourrait continuer de parler, encore pendant des heures parce que moi, évidemment, ça me passionne, et je suis un consommateur assidu de votre marque NAC. C'est ce que je disais en off juste avant. C'est, une des marques qui m'a réconcilié avec la nutrition sportive que je trouvais pas assez innovante. Et je suis vraiment un grand fan de vos gourdes, qui malheureusement en 2024 étaient, pas mal en rupture. Il fallait, presque les acheter sous le Ouais,
manteaux, ça se revendait sur les réseaux sociaux entre coureurs. Et j'ai pu faire, en partie grâce à ça, la Diagonale des Fous en 2024. J'avais mes petites gourdes NAC à la patate douce, magnifique, dans mon sac et c'était vraiment super. Donc merci beaucoup. Et du coup, c'est l'heure de la question signature de ce podcast. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Qu'est-ce que tu as fait d'impossible? Qu'est-ce que j'ai fait d'impossible? Ben, honnêtement, je pense qu'on en a parlé pendant le podcast, mais ce partenariat UTMB, ça a été quand même un des gros éléments, nous, déclencheurs dans Oui, l'internationalisation de la marque et tout ça. Et franchement, je pense que ouais, tu as 9,9 compagnies sur 10 qui, à notre place, ne se seraient pas lancées dans ce partenariat-là avec tous les risques que ça impliquait. Et je pense que ouais, on l'a fait quoi. C'est ce qui nous, après c'est ce qui nous positionne aujourd'hui, voilà, dans une position très intéressante sur le marché et qu'il faut qu'on continue à conserver. On a encore beaucoup de travail derrière ça, mais ouais, je pense que c'est ce qui me viendrait en tête le plus rapidement comme ça. ouais, je crois que c'est un beau symbole parce que quand on connaît l'UTMB, enfin là vous êtes vraiment dans la course des grands et ça veut dire que tu te places au même niveau en termes de posture qu'une grande marque comme Oka par exemple, qui est un équipementier, qui est le partenaire, on va dire équipement officiel depuis maintenant Mm. quelques années. Donc c'est un très très gros coup et Oka, je pense que ils font quelques dizaines ou centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires de plus que vous. Et ils ont Ah quelques oui, décennies d'avance même avec milliards. vous. Bah, ça se compte en milliards maintenant? D'accord. Ouais, 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 ouais. c'est gigantesque, ouais. Oka Non, c'est gigantesque. qui est né aussi en France, hein, À dans les Chamonix. Alpes. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais, tout à fait. Et Ouais. qui maintenant est détenu par des Américains? Je dis des bêtises Ouais, ou? groupe Dakers, ouais, Ouais, groupe c'est ça. Dakers, des Américains, et ça a été une belle acquisition pour eux et ils ont vraiment bien propulsé la marque partout à l'international. Je Mmh. pense que Oka aussi a beaucoup bénéficié de la croissance du marché du trail et aujourd'hui on les retrouve partout et c'est devenu vraiment un acteur clé sur ce marché-là. Et Complètement. évidemment que c'est une de nos sources d'inspiration aussi pour faire la même chose et que l'UTMB est devenu vraiment une fierté pour nous. Et quand on voit notre logo sur l'arche de l'UTMB à Chamonix, Mmh. c'est sûr qu'il Quelle y a une fierté. vraie fierté reliée à ça. Ouais, ouais. Mmh. Ouais, bravo. Bah, écoute, on a dû se croiser en 2022 parce que moi j'ai fait la CCC, qui est, Ah ouais, génial. qui est l'une Ouais, des courses de l'UTMB, enfin c'est le 100 ouais, km de l'UTMB, ouais. Courmayeur-Champé-Chamonix et c'était en 2022 donc effectivement j'avais Bravo, déjà dû bel voir des choses. accomplissement. Ouais, ouais, c'est une Ouais. très très belle course. Voilà. Ouais, c'est magnifique. Moi, j'invite tout le monde à aller sur le Tour du Mont Blanc. Moi, j'ai fait le Tour du Mont Blanc à 2 reprises en l'espace de 4 jours. Donc après, on peut faire les courses de l'UTMB, mais on peut aussi En aller randonnée? sur les sentiers en randonnée. Ouais, bah, Ouais, c'est un randonnée sentier vite quand de même, hein. grande randonnée. Ça fait Ouais, quand même 40 bandes 4 par jours, jour. 4 jours, c'est double étape, ouais. Parce que normalement, ça se fait en une semaine, le TMB, ouais. Ouais, c'est ça. Mais c'est voilà, c'est magnifique. C'est des paysages, je trouve, qui aident à déconnecter et se reconnecter à la nature. Et c'est des belles choses à vivre. Mmh, Donc, ouais. Mais bravo pour ta super. CCC, ta Diagonale des Fous. Tu as un objectif l'année prochaine? Là, cette Enfin, en année, bah, 2025, ouais. ouais, en 2025, bah, justement, je fais 2 courses du circuit UTMB pour faire des running stones, pour pouvoir prétendre au tirage au sort UTMB 2026. Donc là, je vais faire l'Andorra Trail 80 km et je vais faire Mhm. le Nice Côte d'Azur dans le Mercantour 160 km. Ça, ce sera mon 100 miles de fin de saison, plus un autre Génial. trail de En 80 septembre. km dans les Pyrénées qui s'appelle le Luchon-Aneto Trail dans les Pyrénées françaises, qui est également magnifique. Génial. Mmh. Ça, Eh c'est mon ben, beau planning de programme. l'année. Et toi, Très ton belle saison. prochain dossard, c'est quoi? Écoute, je suis en train de d'abord, j'ai fait mon planning, professionnel avec mes déplacements et puis tout ça et puis là, je suis en train justement de regarder avec quoi je vais pouvoir, faire des courses essentiellement sur des événements UTMB, je pense et j'ai une course, pour l'instant sur laquelle je suis inscrit qui a lieu en fait, en France le 1er juin à Gourdon, qui est, vraiment le village dans lequel j'ai grandi, donc au milieu de la Saône-et-Loire et OK, et du fait, ça va être un 25 kilomètres et je vais faire ça en famille avec pas mal d'amis et de famille qu'on va réunir pour l'occasion et puis OK, passer un moment ensemble. Donc ça va être, pour l'instant, c'est mon seul vrai événement dans OK. l'année. On est d'accord qu'il est pas dans le circuit UTMB celui-là? Et ben non, mais il apporte quand même, enfin, il est quand même classé dans l'UTMB Index. Ah Donc d'accord, OK, ça compte pour ouais, l'index, ouais. OK.
Ouais, exactement. Donc voilà, mais c'est un tout nouveau trail qui vient de se créer et je trouvais ça cool d'avoir un trail dans mon village d'enfance. Donc du coup, on va aller y Et faire un oui. tour. Bon, bah super. Bah écoute, encore une fois, William, merci beaucoup pour toute cette discussion autour du sport, de l'entrepreneuriat, de l'endurance, de l'innovation dans la nutrition sportive. Je pense que ça éclaire toutes les personnes qui nous écoutent sur ce vaste univers qui est en pleine expansion de la nutrition sportive et de l'ultra-endurance qui va avec. C'est très, très intéressant. Puis c'est très intéressant de voir aussi comment on peut développer une jeune marque from scratch de Montréal, mais en le déployant très rapidement dans le monde entier. Voilà, je pense que c'est très inspirant pour tous les entrepreneurs qui ont envie de créer des marques dans quelque univers que ce soit autour de l'alimentation et de la nutrition. Merci encore pour ton temps. Merci Grégory, merci de m'avoir accueilli. C'était une super discussion avec toi. Bon courage pour ta saison 2025. Je suivrai tes résultats sur l'UTMB. Ouais, merci. J'ai mon profil sur le site UTMB avec C'est ça. les différents résultats qui apparaissent. C'est Écoutez, génial. merci à tous de nous avoir suivis jusqu'ici. N'hésitez pas à partager cet épisode ainsi que tous les autres à votre entourage. Et puis, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode autour de l'entrepreneuriat et de la nutrition dans un prochain numéro de Culture Nutrition, le podcast. À bientôt, bonne journée à tous.